Rupture dans la représentation du réel. Regardez en Allemagne. C'est au fond de son être que l'expressionnisme puise ses visions d'apocalypse pour protester contre la folie des hommes. Dans le chaos qui suit la Grande Guerre, ce cri esthétique prend vie à travers le cinéma. Le décor se tord, les perspectives se brisent, le clair-obscur anime les démons intérieurs, l'inconscient explose sur grand écran. Cauchemar. La perception expressionniste n'a pas fini de réinventer le monde. Cette époque de tourment, Fritz Lang ne cesse de la dénoncer. Ainsi en est-il dans Le Testament du docteur Mabuse, le dernier film qu'il réalise avant de fuir la peste brune. Par l'expressivité de la scénographie, les traits de lumière, l'artifice sonore, Lang affirme sa maîtrise, son dépassement de l'écriture expressionniste vers plus de suspense, plus de vraisemblance. Avec le cinéma, il est devenu populaire, mais ce courant artistique, ou plutôt cet état d'esprit, a touché toutes les formes de création. Comment définir l'expressionnisme? Pour répondre, Stan Neumann fait le tour de ces artistes, de ces différentes tendances, et le replace dans l'histoire de l'art et de l'idéologie de son temps. Tout de suite, un documentaire inédit qui accompagne l'exposition de la Cinémathèque française autour de l'héritage expressionniste. Femme nue aux cheveux dénoués. Gravure sur bois de Carl Schmidt-Rottluff, un des artistes les plus importants de l'expressionnisme allemand. Elle date de 1913. Une femme du XXe siècle. Avec cette autre nue aux cheveux sagement noués, du peintre Adolf Ziegler, on a l'impression de reculer dans le temps. Il a pourtant été peint 20 ans plus tard, à la fin des années 30. Adolf Hitler est alors au pouvoir en Allemagne et Adolf Ziegler est un de ses peintres préférés. Ces nus, académiques et grivois, représentent une des facettes de l'art officiel du régime. La bonne peinture, un trompe-l'œil bien léché, la peinture comme si on y était. En 1936, Ziegler est chargé d'une grande opération de purification artistique destinée à extirper des musées allemands toutes les œuvres qui ne correspondent pas au goût du régime. La mauvaise peinture, que les nazis appellent art dégénéré. Max Beckmann, Otto Dix, Emil Nolde, Erich Eckel, Vassili Kandinsky, Georges Gross. Les critères de sélection ne sont pas politiques, mais esthétiques. Pour les nazis, les artistes dégénérés ne savent pas peindre. Ils ignorent les lois de la perspective et n'arrivent pas à faire ressemblant. Ils n'ont ni métier ni talent, comme le prouve leur intérêt pour le primitivisme et l'abstraction, et le choix de leurs thèmes. La grande ville, la misère, la dépravation, la folie, les malheurs de la guerre. Les œuvres saisies par Ziegler et sa commission d'épuration se chiffrent par milliers. La plupart ont été peintes entre 1905 et 1920. On a l'habitude de les appeler expressionnistes, étiquette que nombre de ces peintres auraient rejetée. Mais l'expressionnisme n'a jamais été un mouvement structuré et homogène. Il fut incarné par des personnalités singulières, portées par des vagues successives. Dans l'Allemagne de ces années-là, expressionniste voulait simplement dire moderne.
L'image la plus populaire de l'expressionnisme, c'est le cinéma qu'il a donné. On est en 1920, le mouvement expressionniste en peinture touche à sa fin quand Robert Wiener réalise le cabinet du docteur Caligari. L'expressionnisme tel que Caligari le montre au grand public, c'est ce décor peint aux droites chahutées, aux murs en porte-à-faux, qui sert de toile de fond à une sombre histoire d'assassins somnambules manipulés par un directeur d'asile psychiatrique. Tout s'éclaire quand on apprend que l'histoire est racontée par un fou. Bien avant le nazi Ziegler et son art dégénéré, le film phare de l'expressionnisme associe déjà la distorsion des perspectives et le rejet des angles droits à la folie et au crime. Écrivant à propos de Caligari, un critique de l'époque note « Le mot expressionnisme vient du mot expression. Tout sentiment qui apparaît sur un visage n'apparaît comme tel qu'en déformant les traits habituels, en les arrachant à l'état de repos. Plus le sentiment est vif, plus le visage est altéré. » L'expression est donc un dérangement, un désordre, dont, au XIXe siècle, on cherche à comprendre les mécanismes. Ainsi, le docteur Duchesne de Boulogne excite les muscles du visage de ses patients à l'aide de faibles décharges électriques pour déterminer leur rôle dans l'expression des différents sentiments humains, joie, étonnement, peur. En 1876, une étude relie le désordre de l'apparence au désordre social et psychologique. Dans son livre « L'homme criminel », Cesare Lombroso affirme avoir découvert la relation entre la structure du visage et la nature criminelle d'un individu. Le délit de faciès version scientifique. Le crâne déformé, les grandes oreilles, les yeux qui louchent, les nez tordus, les traits asymétriques, bref, la laideur, désigne à coup sûr l'assassin, la prostituée, l'anarchiste. En 1893, Max Nordau, un journaliste autrichien disciple de Lombroso, a l'idée d'appliquer ses théories au domaine de l'art et invente le terme art dégénéré. Pour Nordau, l'art moderne ne s'explique que par la dégénérescence physiologique ou morale des artistes, qu'il qualifie de dégénérés supérieurs. Soit ils voient mal, soit ils sont anarchistes, des criminels du pinceau. Si le rouge est dynamogène, écrit Nordau, le violet est au contraire inhibant et dépressif. Il est compréhensible qu'un peintre hystérique ou neurasthénique répand sur sa toile des couleurs correspondant à son état de fatigue et d'épuisement. La même année, le Norvégien Edvard Munch peint Le Cri, qui deviendra plus tard une des grandes références de l'avant-garde expressionniste. Au cri du Norvégien Munch répond en Allemagne celui d'un jeune étudiant de l'Académie des Beaux-Arts de Weimar, Max Beckmann. Autoportrait, La bouche ouverte, 1901. Chez Munch, le cri tord corps et paysage. Chez le jeune Beckmann, le cri est contenu par le contour du visage. Le réel résiste, le monde semble solide, pour un peu de temps encore. En Allemagne, la solidité est garantie par un bel objet, le casque à pointe que tout le monde porte, du simple soldat à l'empereur Guillaume II. Despote éclairé, Guillaume II fait régner le conformisme, le militarisme, le patriotisme dans une société qui connaît en même temps un développement économique et social spectaculaire. Le casque prussien, dont la pointe archaïque est percée à sa base de 2 trous d'aération tout à fait modernes, est le symbole de cette société à la fois dynamique et verrouillée.
Dans un texte intitulé Expressionnisme, Hermann Bahr écrit: Niemals war eine Zeit von solchem Entsetzen geschüttelt, von solchen Todesgrauen. Niemals war die Welt so grabesstumm. Niemals war der Mensch so klein. Niemals war ihm so bang. Niemals war Freude so fern und Freiheit so tot. Die ganze Zeit wird ein einziger Notschrei. Auch die Kunst schreit um Hilfe. Sie schreit nach dem Geist. Das ist der Expressionismus. Le mot expressionnisme n'existe pas encore en 1905, quand quelques étudiants en architecture de Dresde décident de révolutionner la peinture allemande et vont pour cela se baigner nus avec leur modèle dans un lac des environs de la ville. Ernst Ludwig Kirchner, baigneur à Moritzburg, 1909. Kirchner et ses amis, Schmidt-Rottluff, Haeckel, Pechstein, pratiquent un anarchisme gentiment bohème. Ils veulent retrouver un état de nature, libéré du poids des conventions sociales, et saisir dans leurs œuvres la vraie vie, avec du sang dans les veines. Il leur faut pour cela libérer aussi la peinture, renoncer au métier, au fini et à la ressemblance. C'est Schmidt-Rottluff qui trouve le nom du groupe, Die Brücke, le pont. Leur but, selon leur manifeste, est de rassembler une nouvelle génération de créateurs et de jouisseurs. La jeunesse qui porte en elle l'avenir et veut assurer la liberté de sa vie face aux forces croupissantes et vieillissantes. La reproduction fidèle de ce que tout le monde voit est le mot d'ordre de l'art officiel dont l'empereur Guillaume II lui-même, féru de peinture du dimanche, se proclame le garant. Eine Kunst, die sich über die von mir bezeichneten Gesetze und Schranken hinwegsetzt, ist keine Kunst mehr. Wer sich aber von dem Gesetz der Schönheit und dem Gefühl für Ästhetik und Harmonie, die jedes Menschen Brust fühlt, ob er sie auch nicht ausdrücken kann, loslöst und in Gedanken in einer besonderen Richtung, einer bestimmten Lösung mehr technischer Aufgaben die Hauptsache erblickt, der versündigt sich an den Urquellen der Kunst. Les jeunes expressionnistes se révoltent contre ce pacte de fidélité entre la réalité objective et sa représentation. Ce qui compte, c'est l'expression de la vision intérieure de l'artiste. Les arts primitifs d'Afrique et d'Océanie que ces peintres découvrent au même moment au musée ethnographique de Dresde montrent la voie à suivre. Ernst Ludwig Kirchner, double autoportrait. Les artistes de Die Brücke cherchent les voies d'une simplification formelle. Ils renoncent à la perspective pour travailler sur l'aplat, la surface de la toile. Le modelé, la nuance font place à des lignes nettes, à une juxtaposition de plans et de formes géométrisées. En tout cela, ils s'inspirent de l'exemple de la peinture moderne française qui domine alors la scène européenne, celle des fauves et de Matisse surtout, dont Kirchner retrouve les différentes manières dans ses nus, montrant Milly, une artiste de cirque noire. Mais dans l'Allemagne du début du XXe siècle, il n'est pas facile de reconnaître qu'on prend des Français pour modèles. Kirchner ira jusqu'à nier totalement cette influence, préférant mettre en avant celle de l'art gothique et des arts primitifs, comme ces poutres gravées de motifs rituels et érotiques, ramenées des îles de Palau,
une colonie allemande de l'océan Pacifique. La découverte de cet art ignoré est pour les peintres de Die Brücke une révélation. Ils en apprécient la sexualité qui s'affiche sans complexe ni après. Mélogotop, le héros légendaire de Palau. Son pénis est si grand qu'il lui permet d'atteindre une petite île où sa femme a trouvé refuge et de la tuer pour la châtier d'avoir insulté son fils. Une amie de Kirchner joue à la polynésienne entre deux statues représentant Adam et Ève. Plus que la peinture, c'est la sculpture, moyen d'expression favori des arts d'Afrique et d'Océanie, qui peut permettre aux artistes de Die Brücke de retrouver le paradis perdu de l'innocence primitive. Carl Schmidt-Rottluff, l'homme en deuil. Carl Schmidt-Rottluff, tête de femme rouge et bleue. Mais c'est avec la gravure sur bois, dans l'ancienne tradition allemande de Dürer et de Cranach, que les artistes de Die Brücke trouvent leur moyen d'expression le plus original. Gravure de Carl Schmidt-Rottluff. C'est une nouvelle imagerie, à la fois violente et mélancolique, arrachée à la texture rugueuse du bois, dont la résistance fait partie intégrante de l'œuvre. Ce travail sur la figure humaine qui vise à l'expression plutôt qu'à la ressemblance provoquera quelques années plus tard la fureur des nazis. Pour eux, les véritables modèles de cette gravure de Schmidt-Rottluff et de ce tableau de Modigliani ne peuvent être qu'une femme paralytique et un enfant mongolien. Tout ce qui s'écarte des normes de la beauté académique est traité comme une pathologie. Adam et Ève du peintre Emil Nolde, qui verra 1052 de ses œuvres retirées des musées allemands par le pouvoir nazi. L'impressionnisme veut que l'âme s'allonge à terre comme une fiancée, afin que la nature se déverse sur elle, avec rivières, nuages, étoiles et papillons. Peut-on lire dans une revue expressionniste. L'expressionnisme, au contraire, dit « Projette ton âme dans le vaste monde », c'est ainsi que tu seras un homme, un vrai. Cette relation entre passif et actif, entre nature et peinture, est au cœur de l'œuvre de Franz Marc, un peintre de Munich. Ich empfand schon sehr früh den Menschen als hässlich. Das Tier schien mir schöner, reiner. Aber auch an ihm entdeckte ich so viel Gefühlswidriges und Hässliches, sodass meine Darstellungen instinktiv immer schematischer, abstrakter wurden. Bäume, Blumen, Erde, alles zeigte mir mit jedem Jahr mehr hässliche, gefühlswidrige Seiten, bis mir erst jetzt plötzlich die Hässlichkeit der Natur, ihre Unreinheit voll zum Bewusstsein kam. Vielleicht hat unser europäisches Auge die Welt vergiftet und entstellt. Pour purifier son œil européen et capter la spiritualité cachée de la nature, Franz Marc décide de la débarrasser de son apparence commune. Il va lui donner une nouvelle peau en inventant pour ses peintures animalières un code coloré qui lui est propre. Les chevaux ont droit au bleu, qui exprime le principe masculin, tandis que le rouge et le jaune traduisent le principe féminin. Franz Marc, Les grands chevaux bleus, 1911. Ces animaux coloriés vaudront à Marc l'étiquette d'artiste dégénéré. De la plus célèbre de ses œuvres, La tour des chevaux bleus, que le nazi Ziegler a décroché des murs de la Galerie nationale de Berlin,
il ne reste plus aujourd'hui qu'une reproduction en noir et blanc. En 1910, à Munich, Franz Marc fonde un groupe avec le peintre russe Vassili Kandinsky. Le groupe s'appelle Der Blaue Reiter, le cavalier bleu. Mais ce nom, précise Kandinsky, n'a aucun rapport avec les expériences de Marc. Le cavalier bleu est l'autre grand courant de la première vague expressionniste. Au tout début du Blaue Reiter, Kandinsky peint des œuvres d'une figuration un peu naïve, qui font dire à certains critiques que cette nouvelle peinture a la profondeur d'un papier peint pour chambre d'enfant. Puis, c'est la rupture, la découverte de l'abstraction dont Kandinsky fait le récit. Ich kam mit meinem Malkasten nach einer Studie heim, noch verträumt und in die erledigte Arbeit vertieft, als ich plötzlich ein unbeschreiblich schönes, von einem inneren Glühen durchdrängtes Bild sah. Ich stutzte erst, dann ging ich schnell auf dieses rätselhafte Bild zu, auf dem ich nichts als Formen und Farben sah und das inhaltlich unverständlich war. Ich fand sofort den Schlüssel zu dem Rätsel. Es war ein von mir gemaltes Bild, das an die Wand angelehnt auf der Seite stand. Ich wusste jetzt genau, dass der Gegenstand meinen Bildern schadet. Eine erschreckende Tiefe, eine verantwortungsvolle Fülle von allerhand Fragen stellten sich vor mich. Und die wichtigste, was soll den fehlenden Gegenstand ersetzen? Au bout de cette démarche, Kandinsky parvient à une peinture où il ne reste plus de traces d'objets naturels. La tache noire, 1920. Mais dès 1910, le public peut assister presque en direct à ses premières recherches sur l'abstraction dans la revue Der Sturm, La Tempête. La revue, qui a fait de la défense de Kandinsky un de ses chevaux de bataille, publie aussi des gravures de Franz Marc et des dessins de Paul Klee, qui gardent toutefois une distance ironique par rapport aux grandes proclamations de ses amis du Blaue Reiter. Paul Klee, homme sautant d'un pont. Der Sturm est une création de Herwart Walden, éditeur et galeriste, qui dépense une énergie incroyable pour promouvoir les artistes qu'il défend, expose et vend. Grâce à lui, le mot expressionnisme entre dans le langage courant. C'est dans le Sturm que le public allemand découvre pour la première fois l'œuvre d'un jeune Viennois, Oskar Kokoschka. Ces images illustrent une pièce de théâtre écrite par Kokoschka lui-même. Le sujet en est la guerre des sexes, le titre « Assassin, espoir des femmes ». Pietà, titre donné par Kokoschka à l'affiche annonçant la représentation de sa pièce. Si le mot expressionnisme a un sens, dit-il, c'est dans cette affiche qu'il faut le chercher. Pour répondre à ceux qui le traitent d'artiste criminel, Kokoschka se fait raser la tête. L'artiste en bagnard, de quoi faire frissonner le bourgeois et lui faire acheter le nouveau numéro de Sturm. Tout aussi provocateur, un jeune médecin, Gottfried Benn, publie en 1912 un recueil de poèmes intitulé « Morgue », où il décrit en vers et en détail les dissections qu'il pratique à l'hôpital de Berlin. Kleine Asta. Ein ersoffener Bierfahrer wurde auf den Tisch gestemmt. Irgendeiner hatte ihm eine dunkel-hell-lila Aster zwischen die Zähne geklemmt. Als ich von der Brust aus unter der Haut mit einem langen Messer Zunge und Gaumen herausschnitt, muss ich sie angestoßen haben, denn sie glitt in das nebenliegende Gehirn. Ich packte sie ihm in die Brusthöhle zwischen die Holzwolle, als man zunähte. Trinke dich satt in deiner Vase. Ruhe sanft, kleine Asta.
poèmes de Gottfried Benn sont publiés dans Action, l'autre grande revue expressionniste, plus sobre, plus engagée politiquement à gauche. Les premiers dessins de Georges Grosz y côtoient les œuvres de Kirchner et des artistes de Die Brücke. Et Action a aussi son jeune prodige viennois, Egon Schiele, qui fait l'objet d'un numéro spécial dans lequel ne figurent, censure oblige, que ses œuvres les plus chastes. On s'éloigne de l'idéalisme abstrait de Marc et de Kandinsky. Un nouvel expressionnisme apparaît, plus torturé, plus macabre. La seconde vague expressionniste change aussi de décor. Le centre du mouvement se déplace, on quitte Dresde et Munich pour Berlin. La grande ville fait irruption dans la peinture expressionniste. Jacob Steinhardt, Ville de nuit, 1911. La ville de la lumière artificielle. Des ombres comme on n'en a jamais vu avant. Le choc des plans, des murs et des corps, de la foule et de l'homme seul. L'homme de l'asphalte, diront plus tard les nazis qui feront de l'asphalte des villes le symbole du déracinement, de l'absence de sol qui fait l'apatride. C'est ce paysage urbain que le peintre Ludwig Meidner va revendiquer au nom de la nouvelle peinture. Das Stammeln primitiver Völker beschäftigt auch einen Teil der deutschen Malerjugend. Und nichts scheint wichtiger zu sein als Buschmannmalerei und Aztekenplastik. Aber seien wir ehrlich, gestehen wir uns ein, dass wir keine Neger oder Christen des frühen Mittelalters sind. Wir müssen endlich anfangen, unsere Heimat zu malen, die Großstadt, die wir unendlich lieben. Auf unzähligen freskengroßen Leinwänden sollten unsere bibbernden Hände all das Herrliche und Seltsame, das Monströse und Dramatische der Avenuen, Bahnhöfe, Fabriken und Türme hinkritzeln. Meidner donne ensuite les recettes permettant aux jeunes peintres de saisir la force chaotique d'une grande métropole. Il faut renoncer au flou impressionniste, créer un nouveau langage pictural, bref et nerveux, à base de lignes droites et d'angles aigus. Il faut aussi inventer un nouveau traitement de la perspective, bousculer les verticales, télescoper les plans et les points de vue. Cette confusion, dit Meidner, à condition d'être arrangée avec un peu d'art, captera bien mieux l'énergie de la ville que les petits coups de pinceau prétentieux de tous nos professeurs. Ludwig Meidner, La ville en feu, 1913. Les idées de Meidner mises en pratique par le jeune Georges Grosz, explosion. C'est dans ces paysages d'apocalypse qu'il faut chercher l'origine de tous ces angles aigus, ces murs en porte-à-faux qui deviendront plus tard la marque de fabrique du cinéma expressionniste. Mais dans les films, l'échelle a changé. Les recettes imaginées pour saisir l'énergie de la grande ville sont désormais appliquées à des décors d'intérieur. Les perspectives éclatées n'appartiennent plus à la ville, mais à la psychologie des personnages, dont elles cherchent à traduire l'état de confusion mentale en le projetant dans l'espace. Même les rues de la petite ville de Caligari, étouffantes comme des intérieurs, témoignent de ce repli sur soi, de cette esthétique de l'enfermement.
folie devient un thème du répertoire expressionniste. Plus tard, le cinéma en gardera la trace déformée, une caricature. Les fous sont tantôt des originaux lunatiques, tantôt de furieux criminels, mais tous bons à enfermer. Mais dans les années 10, le fou était simplement le peintre dans son miroir. Eric Heckel, dans l'Asile de fous, 1913. Aucune distance ne sépare le peintre de son modèle. Tous les deux protestent contre la folie du monde. Les nazis feront de la relation entre le fou et l'artiste leur sujet de plaisanterie favori. Voici l'œuvre d'un fou de l'asile psychiatrique d'Heidelberg, dit la légende de cette photographie. Et on peut pardonner au malheureux qui a fait ça. Mais que cette chose avortée du sculpteur Hoffmann ait pu être prise pour une œuvre d'art, voilà qui dépasse l'entendement. Lequel de ces dessins est l'œuvre d'un fou? Pas celui que vous croyez. Autoportrait de Kokoschka. Ludwig Meidner, La ville et moi, 1913. Pour une fois, la ville est peinte de jour, mais dans une lumière blafarde qu'on dirait prête à s'éteindre. La fin du monde. C'est le titre d'un poème de Jacob van Oddis, si populaire en 1913, qu'on appelait la Marseillaise des expressionnistes. Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut. In allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei. Und an den Küsten, liest man, steigt die Flut. Der Sturm ist da. Die wilden Meere hupfen an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Die Eisenbahnen fallen von den Brücken. Otto Dix, 1914, autoportrait d'un tout jeune peintre expressionniste. Plein d'une énergie qui ne demande qu'à exploser. De l'autre côté de la même feuille, Dix se peint à nouveau, sous l'uniforme. Quand la guerre éclate en août 1914, les milieux expressionnistes la saluent comme une libération. On trouve que la guerre elle-même est expressionniste, la poursuite du mouvement artistique par d'autres moyens. Mobilisé sur le front ouest, Franz Marc écrit: Jedenfalls macht der Krieg aus mir keinen Naturalisten, im Gegenteil. Ich fühle den Geist, der hinter den Schlachten, hinter jeder Kugel schwebt, so stark, dass das realistische, materielle ganz verschwindet. Schlachten, Verwundungen, Bewegungen wirken alle so mystisch, unwirklich, als ob sie etwas ganz anderes bedeuten, als ihre Namen sagen. Was man vorher in der Gesinnung beging, begeht man jetzt mit Taten. Aber warum? Weil man die Verlogenheit der europäischen Sitte nicht mehr aushielt. Lieber Blut als ewig Schwindeln. Der Krieg ist ebenso sehr Sühne als selbstgewolltes Opfer, dem sich Europa unterworfen hat, um ins Reine zu kommen mit sich. Il meurt à Verdun en 1916. Kirchner, le fondateur de Die Brücke, mobilisé lui aussi, plonge dans une grave dépression. Autoportrait en soldat mutilé. La mutilation est imaginaire.
Max Beckmann, c'est le jeune étudiant des Beaux-Arts de Weimar qui dessinait son autoportrait La bouche ouverte en 1901. Il a ensuite poursuivi une brillante carrière de peintre néo-impressionniste, apprécié pour ses grands tableaux d'actualité, comme ce naufrage du Titanic, peint d'après dépêche d'agence. À l'époque, une violente polémique l'a opposé à Franz Marc, à qui il reprochait de ne pas savoir peindre, de n'être qu'un décorateur qui travaille en surface et pas en profondeur. Marc, en retour, le traitait de nain de l'art. Son expérience de la guerre commence en fanfare. Il se porte volontaire dans le corps médical, décrit le bruit merveilleusement superbe du combat qu'il aimerait pouvoir peindre. Puis il cesse de peindre pendant 1 an, et quand il recommence, c'est comme cela. Comme si l'expérience de la guerre elle-même l'exigeait, il renonce au métier et réinvente à son propre usage le chaos formel de l'expressionnisme. Max Beckmann, Grenade, 1916. Morgue, 1916. Nacht ist es mal wieder. Drüben im Lazarett singen sie bei der Abschiedsfeier für den Oberstabsarzt bei Bier und Musik mal wieder Deutschland, Deutschland über alles. Ab und zu donnert ein Geschütz von weitem herüber. Ich sitze wie so oft allein. Dieser unendliche Raum, dessen Vordergrund man immer wieder mit etwas Gerümpel anfüllen muss, damit man seine schaurige Tiefe nicht so sieht. Was würden wir armen Menschen machen, wenn wir uns nicht immer wieder eine Idee schaffen würden von Vaterland, Liebe, Kunst und Religion, mit der wir das finstere, schwarze Loch immer wieder so ein bisschen verdecken können? Dieses grenzenlose Verlassensein in der Ewigkeit. Dieses Alleinsein. Deutschland. Deutschland. Über alles. Über in der Welt. Wir armen Kinder. Peindre, c'est dès lors remplir le vide, littéralement, en peuplant de personnages l'aplat de la toile, comme le faisaient les peintres du Moyen-Âge. Le peintre doit tout embrasser d'un seul regard, ramasser dans une seule scène toute l'atrocité du monde, pour la rendre, dit Beckmann, plus facile à supporter. La nuit, 1917. Ich bin kein Künstler, ich bin Psychopath und benutze nur hier und da die künstlerische Form, um mich zum Ausdruck zu bringen. Ich will nur meine Seele offenbaren, dieses jammernde Tier, welches nach Hilfe schreit. C'est Oscar Panizza qui parle, un héros des premiers temps de l'expressionnisme, parti en guerre contre l'Église et l'Allemagne, et interné depuis 1904 dans un asile psychiatrique. Georges Gross lui dédie ce tableau peint en 1917, alors que les grandes offensives continuent à faire des morts par centaines de milliers.
Hommage à Oscar Panizza. Assis sur un cercueil, la mort boit à la santé d'une humanité devenue folle. Syphilitiques, généraux, patriotes suivent l'enterrement, tandis qu'un personnage qui est peut-être Panizza lui-même s'éloigne dans un fiacre d'un autre siècle. Je me suis inspiré de mes prédécesseurs Bosch et Bruegel, écrit Gross. Eux aussi vivaient à l'aube d'une ère nouvelle et s'en étaient fait des peintres. Arbeiter und Soldaten. Alles für das Volk, alles durch das Volk. Nichts darf geschehen, was der Arbeiterbewegung zu Unehre gereicht. Seid einig, treu und pflichtbewusst. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. L'ère nouvelle appartient aux masses. L'Allemagne a perdu la guerre. Soldats démobilisés et ouvriers font la révolution. En novembre 1918, Guillaume II est renversé, la République est proclamée. Les expressionnistes se placent à l'avant-garde de la Révolution. Dans la revue Anbruch, Le Départ, le peintre Ludwig Meiner lance un appel aux poètes, aux musiciens, aux peintres. Nous devons attaquer et stigmatiser le bourgeois partout où nous le rencontrons, écrit Meiner. Le bourgeois ne connaît pas l'amour, le socialisme est notre nouvelle religion. Les expressionnistes, largement majoritaires dans le Conseil des travailleurs de l'art et dans le groupe Novembre, mettent leur art au service des masses révolutionnaires. Vous étiez expressionniste dans l'art, soyez désormais expressionniste dans la vie. Seuls quelques-uns se tiennent à l'écart de cette vague d'enthousiasme. Max Beckmann intitule L'Enfer, un recueil de gravures sur l'Allemagne de l'immédiate après-guerre. La première s'appelle En rentrant à la maison. L'homme qui demande son chemin à un soldat affreusement mutilé, c'est Beckmann lui-même. Le chien qui tout en bas sort du cadre est Cerbère, le gardien de l'enfer. La révolution allemande bourgeoise et républicaine est faite. La révolution sociale et internationale reste à faire. Bientôt, les sociodémocrates et l'extrême gauche du groupe Spartacus s'affrontent. Les sociodémocrates, aidés par les corps francs, écrasent l'insurrection spartakiste. Dans son numéro de février 1919, Action rend hommage au leader spartakiste assassiné. L'échec de la Révolution se double d'un autre échec. Les affiches expressionnistes restent incomprises du prolétariat allemand. Les masses ne veulent pas de cet art-là et n'en voudront jamais, note un expressionniste. Les ouvriers se sentent méprisés par ces formes angulaires dont le sens leur échappe. Ils n'y voient qu'un art de bourgeois. Ils sont viscéralement réalistes. Max Pechstein, un ancien de Die Brücke, un des expressionnistes révolutionnaires les plus actifs, n'hésite pas à arrondir les angles. Ces affiches sont les seules à trouver grâce auprès des travailleurs. On apprécie leur clarté et leur simplicité. N'étranglez pas la jeune liberté par le désordre et le fratricide. Mais au même moment, l'expressionnisme conquiert de nouveaux terrains. Avec 15 ans de retard sur les peintres, les architectes le découvrent. L'ébullition révolutionnaire et l'apparition de nouveaux matériaux comme le béton permettent de libérer l'artiste qui sommeille en eux, d'imaginer le bâtiment non plus seulement comme une structure utilitaire et fonctionnelle, mais comme une œuvre d'art à part entière. Eric Mandelson, la Tour Einstein, un observatoire astronomique construit en 1921 près de Potsdam. L'unique bâtiment expressionniste encore debout et toujours en service.
Mais dans le contexte économique de l'Allemagne d'après-guerre, la priorité n'est pas l'expérimentation formelle, mais la standardisation et la rationalisation. Les architectes peuvent rêver, mais ils ne peuvent pas construire. Certains d'entre eux choisissent alors de devenir des architectes imaginaires et d'inventer sur papier des architectures libérées de toute contrainte. Vassili Lucart, un monument au travail intitulé « À la joie », 1924. Bruno Taut, projet d'une salle de cinéma pour invalides couchés, 1924. Hans Finsterlin, Rêve de glace, 1923. Pourquoi reprocher à ces projets d'être irréalisables, au lieu de se réjouir de la liberté de l'architecte qui les a imaginés, dit un commentateur de l'époque. Le Grand Théâtre de Berlin, aujourd'hui disparu. Avec la tour Einstein, c'est un des rares bâtiments de style expressionniste à avoir vu le jour. Quand il n'a pas de bâtiment à construire, son architecte, Hans Pölzig, crée des décors de films. Le Golem, 1921. Une dizaine de films vont se réclamer de l'expressionnisme au début des années 20 et le rendre enfin populaire. L'expressionnisme au cinéma est avant tout une affaire de décor. Ce décor, traité de façon non réaliste, participe à l'action, traduit la tension dramatique et les états d'âme des personnages. Le résultat est étonnant, mais la force du parti pris décoratif finit par mettre en évidence la banalité du scénario et de la mise en scène. Et sur fond de décor expressionniste, les gesticulations des acteurs, prisonniers de leur corps fatalement naturaliste, sont légèrement ridicules. Dès 1920, Fritz Lang, avec la précision cruelle d'un grand réaliste, traite cet expressionnisme-là comme un fait de société. Fini la démesure et la folie. Dans M'abuse le joueur, le décor expressionniste est l'apanage d'une classe de parvenus et de privilégiés, un style décoratif appliqué aux murs des restaurants et des salons. Et c'est au diabolique Dr Mabuse lui-même que Lang laisse le soin de prononcer la sentence. Quelques films expressionnistes pourtant parviennent à aller au-delà et à réunir l'action et le décor. De l'aube à minuit de Karl Heinz, l'histoire d'un caissier de banque qui vole dans la caisse et détruit toute sa vie entre aube et minuit. Contrairement à Caligari, le décor ne s'impose pas, mais s'efface, pauvre, inachevé et maladroit comme un dessin d'enfant. Les costumes peints, les visages férocement grimés, dans une tradition théâtrale pleinement assumée, contribuent à créer un univers aussi cohérent qu'un conte ou un mauvais rêve.
Prager Strasse d'Otto Dix, 1921. Une scène de rue avec deux invalides de guerre. L'effet d'ensemble, le chaos de la rue, la perspective chahutée sont encore expressionnistes. De même le visage de l'invalide et cette faux brandie par un squelette que le peintre a caché dans son tableau à la manière d'une devinette. Mais quand on regarde de plus près, on découvre la précision clinique du trait, la netteté des contours, le modelé, le collage d'éléments réels, comme le tract antisémite sur lequel roule l'invalide. Ce qui apparaît dans les vitrines de la Prager Strasse, c'est l'image d'une nouvelle peinture qui veut rétablir la connexion entre la réalité objective et sa représentation, et redevenir le miroir du monde extérieur. Ce retour au réalisme va s'appeler la nouvelle objectivité. En 1921, un critique dresse un tableau des caractéristiques comparées de l'expressionnisme et de cette nouvelle objectivité post-expressionniste. Expressionnisme, extatique. Post-expressionnisme, sobre. Expressionnisme, excitant, extravagant. Post-expressionnisme, sévère, puritain. Expressionnisme, dynamique et bruyant. Post-expressionnisme, statique et calme. Expressionnisme, pigments épais. Post-expressionnisme, pigments transparents. Expressionnisme, riche en diagonale, explosant les limites du cadre. Post-expressionnisme, aimant l'angle droit, respectant le cadre. Expressionnisme, primitif. Post-expressionnisme, cultivé. En 1922, le peintre Georges Grosz, découvert par des expressionnistes de la revue Action, mais proche maintenant des communistes, est plus brutal. Kontrolle über Strich und Form wird wieder eingeführt. Nicht mehr handelt es sich darum, expressionistische Seelentapeten bunt auf die Leinwand zu zaubern. Die Sachlichkeit und Klarheit der Ingenieurzeichnung ist ein besseres Lehrbild als das unkontrollierbare Geschwafel von Kabbalah und Metaphysik und heiligen Ekstase. Der expressionistische Anarchismus muss aufhören. Es wird eine Zeit kommen, in der der Künstler nicht mehr jener bohemhafte, schwammige Anarchist ist, sondern ein heller, gesunder Arbeiter in der kollektivistischen Gemeinschaft. Art et race. Nettoyage du temple de l'art. Dès les années 20, la critique d'art nazi commence à dresser ses propres listes. Georges Grosz, Schmidt-Rottluff, Oskar Kokoschka, Otto Dix, Max Beckmann, tous qualifiés d'artistes dégénérés, sont réunis dans de laborieux collages destinés à montrer les horreurs de l'art moderne. Pourtant, dès la fin des années 20, cette peinture que les nazis rejettent si violemment est accusée par des intellectuels marxistes comme Georges Lukács d'avoir créé le climat culturel qui a permis l'éclosion du nazisme. Par leur amour du chaos, de la violence primitive, de l'extase irrationnelle, de la primauté de l'instinct sur la raison, les expressionnistes auraient préparé le triomphe de l'empire du crime. Herrschaft des Verbrechens. Herrschaft des Verbrechens. Le testament du docteur Mabuse, tourné en 1932, le dernier film allemand de Fritz Lang. C'est dans un décor de masques primitifs et d'œuvres de facture expressionnistes que le fantôme de Mabuse dicte à un directeur d'asile le programme de l'empire du crime. Un résumé de la stratégie nazie de la conquête du pouvoir. Die Seele der Menschen muss in ihren tiefsten Tiefen verängstigt werden durch unerforschliche und scheinbar sinnlose Verbrechen.
fantôme de l'expressionnisme, pionnier du nazisme? La question est moins étrange qu'il n'y paraît. L'enfant et le grand oiseau d'Emile Nolde, 1912. À l'époque, Nolde est un modèle et une source d'inspiration pour les jeunes expressionnistes de Die Brücke, qui admirent la liberté et la force de sa peinture. Pourtant, il ne fait pas mystère de son nationalisme et de son antisémitisme. Il adhère au parti nazi dès sa création en 1920 pour lutter, dit-il, contre la décadence et le manque de vigueur de l'art allemand. Et il ne varie pas depuis. Classé artiste dégénéré, il écrit en 1937 une lettre à Goebbels en se proclamant plus nazi que jamais. « Mon art, dit-il, n'a rien de dégénéré. C'est un art allemand, pur et dur. » Nolde, Danse autour du veau d'or, 1910. D'autres peintres sympathisent avec le régime nazi en 1933. Pechstein, Schmidt-Rottluff, Eckel, qui écrit « Il y a dans l'esprit et le chaos expressionniste une analogie avec l'esprit de la jeunesse nazie. » Mais leur profession de foi ne change rien à l'affaire. Aux yeux des nazis, ils restent des sous-hommes expressionnistes selon la formule de Rosenberg, car seule compte leur façon de peindre, cette liberté qu'ils se donnent de représenter autrement ce que tout le monde est censé voir pareil. Die Kunst muss, ein solches Ziel zu erreichen, auch wirklich Verkünderin des Erhabenen und Schönen und damit Trägerin des Natürlichen und des Gesunden sein. Es ist nicht die Aufgabe der Kunst, im Unrat, des Unrates wegen zu wühlen, den Menschen nur im Zustand der Verwesung zu malen, Grotesque als Symbol der Mutterwerdung zu zeichnen und krumme Idioten als Repräsentanten der männlichen Kraft hinzustellen. Der hat wohl keine Ahnung, dass es nicht die Aufgabe der Kunst ist, den Menschen an seine Degenerationserscheinungen zu erinnern, als vielmehr den Degenerationserscheinungen durch den Hinweis auf das ewig Gesunde und Schöne zu begegnen. Adolf Hitler, critique d'art. Le propos est banal, quasiment inchangé depuis Guillaume II. Ce qui est nouveau, c'est la violence. Elle va pouvoir se déchaîner sans réserve lors de la grande exposition publique des œuvres saisies par Adolf Ziegler. Intitulée Art dégénéré, c'est l'exemple unique d'une exposition fondée sur la haine. Quand l'exposition ouvre ses portes à Munich en 1937, plus de la moitié des 650 œuvres exposées appartiennent au mouvement expressionniste, ce qui en fait la plus grande exposition expressionniste de tous les temps. Les sympathisants du régime, Nolde, Schmidt-Rottluff, Eckel, s'y retrouvent comme les autres sur un mur où de petites affichettes rappellent que ces œuvres ont été achetées avec l'argent du peuple allemand. L'entrée de l'exposition est gratuite. Elle connaît un grand succès. Certains viennent, paraît-il, pour retrouver une dernière fois des œuvres interdites d'exposition depuis 1933. Mais combien ne viennent que pour communier dans la détestation de l'art moderne? Après Munich, l'exposition fera le tour des grandes villes allemandes. Puis une partie des œuvres sera vendue aux enchères en Suisse et les autres seront détruites. Parmi les œuvres détruites figure celle qui a servi de couverture au catalogue de l'exposition, L'Homme nouveau, une sculpture d'Otto Freundlich. Otto Freundlich, réfugié en France, sera rattrapé par la Gestapo en 1942 et mourra au camp de Majdanek.